c'est dans... Paste. Alors, voilà, ça marche? Il y a un petit délai. Petit délai? Ah, j'attends. T'as cliqué sur record. Ouais, Mhm. ça joue. Ça joue? Bonjour. Alors bonjour le public. Salut. Vous voyez, bonjour Internet. Salut. Alors voilà, donc ce soir on va regarder un petit peu Blender et Python. Alors bon, c'est Blender, moi je suis plus spécialisé en Blender qu'en Python. Je vais vous avouer tout de suite. Donc je pense que vous allez me dépasser en Python et ce serait le but. Ça c'est bien. Le but aujourd'hui bien sûr c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire dans Blender avec Python en plus. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît Blender. Parce que voilà, vous connaissez de nom. Est-ce que vous avez déjà essayé un peu? Vous avez... Ouais, de quoi? Je l'utilise en Ah ouais, ok, ok. Voilà, donc c'est vrai que Blender, voilà, c'est un soft de 3D pour faire des personnages, des décors, de l'architecture. Vraiment, il a des outils de sculpture, des outils qu'on va dire plus artistiques, donc de création vraiment. Et puis, il a toute une partie aussi Python. Blender étant open source, il est codé en C, C++. Et puis, il y a une sorte d'API Python par-dessus sur laquelle on va pouvoir faire différentes choses qu'on a envie de faire. Je vais revoir un petit peu mes slides. J'ai quelques exemples. Peut-être que dans la soirée, il y a des nouvelles choses qui vont venir, mais le but, c'est de vous donner vraiment une introduction, de voir ce qu'on peut imaginer faire avec, et ce qui m'est déjà arrivé de faire. Je ne suis pas un programmeur, un computer scientist ou comme ça. Donc moi, je le fais, moi j'utilise Python, j'ai programmé un petit peu pour me filer un coup de main, en gros. C'est mon utilisation principale. Donc l'exemple, c'est par exemple les macros ou les tâches répétitives. Quand on a besoin de modéliser pas une voiture, mais plusieurs types de voitures, et puis on peut un petit peu simplifier la tâche, ça c'est agréable. Toute l'interface utilisateur est écrite en Python, donc on peut aussi la modifier si on veut, rajouter. Et ça permet aussi de comprendre un petit peu comment elle a été faite pour, par exemple, quand on veut soi-même faire son interface pour des add-ons ou des outils sur lesquels on peut faire. Je les mentionnerai. Ouais, je vais mentionner les add-ons. Les add-ons, c'est donc des plugins par-dessus les fonctionnalités de base de Blender. C'est-à-dire, par exemple, il y a des add-ons qui aident à la modélisation, qui aident à préfabriquer des objets ou à optimiser certaines choses. Il y a des add-ons de simulation de foule. Donc là, on peut assez bien imaginer l'idée qui est à la base, c'est-à-dire qu'on a des cubes, enfin, ou ça peut être des personnages, et avec la souris, on peut aller leur dire d'aller là, ou de faire ci à ce moment-là, et finalement, on peut automatiser un peu le tout en utilisant Python. Alors c'est pas forcément en rapport avec Python, mais on peut exécuter Blender en ligne de commande, donc c'est-à-dire sans l'interface utilisateur. Ça peut être soit pour, justement, pour exécuter par exemple des scripts Python qui vont être un peu plus rapides. On est d'accord qu'il y a certaines choses, si on va faire, par exemple, je sais pas, je connais une ou deux personnes qui font de la visualisation scientifique, et ils font tout le temps les mêmes styles d'opérations où ils prennent des millions de molécules. À un moment donné, il vaut mieux essayer d'aller dans le code source de Blender et faire du C ou C++ pour que ça aille plus vite. Parce que Python, quand on commence à avoir beaucoup d'objets répétés, ça peut être un petit peu long. Mais l'avantage, enfin l'idée de lancer Blender en ligne de commande, c'est par exemple de faire des rendus. Faire des rendus en ligne de commande seront plus rapides parce qu'on n'a pas l'affichage, donc ça ne prend pas toutes ces ressources. Et puis aussi finalement pour automatiser, où il y a eu des choses par exemple on peut imaginer de mettre ça sur un serveur, et puis d'avoir une page web avec, on entre des paramètres, couleur, je veux une chaussure ou je veux un livre, telle chose,
Et on peut automatiser ou personnaliser un petit peu les produits en utilisant comme ça. Ça, import BPI, c'est la base en fait. Donc c'est le module en fait de Blender. On va écrire du Python et on va importer le BPI. Et à partir de là, on va faire BPI.data.objects, tout ce qu'on veut. On va pouvoir jouer avec. Voilà, là je l'ai mentionné, par exemple, ça c'est un petit peu pour montrer la hiérarchie. Le truc c'est qu'on va... ça va? Il y avait un truc? Non? C'est bon? Ah ouais, ok. Voilà, les objets, les meshes, donc ça c'est tout des datas qu'on a à l'intérieur de Blender, qu'on va pouvoir tout accéder. Il n'y a pas tout qui est complètement personnalisable, mais on peut... Quelqu'un qui s'amuse. C'est Internet. Merci Internet. Salut. Donc il y a par exemple les groupes. Les groupes, c'est un petit... on va y revenir parce que c'est une des fonctions que j'ai utilisées par exemple dans un script que je vais vous montrer. Une ligne simple, c'est .location.x, donc on va pouvoir simplement faire les choses. Bon, je continue comme ça, je pense. Ouais. Alors, la première chose, c'est les datas. Donc ça, c'est vraiment la hiérarchie du fichier Blender, de ce qu'on a à l'intérieur. Donc on aura les objets, les shapes, donc les formes qu'ils ont, les matériaux, les couleurs, plein de choses. Et puis on a les opérateurs, c'est les ops. Ça c'est vraiment les opérations, c'est dire faire une rotation et faire une extrusion de quelque chose, aller bouger autre chose. Ou par exemple pour un render, donc c'est faire un rendu, lancer un rendu. Parce qu'on va pouvoir setter des dimensions et puis après un coup lancer le rendu. Donc typiquement cette ligne là, elle rend l'animation. Ensuite, un des autres, je ne sais pas exactement comment on appelle ça en fait, bp.context, comment on définit un sous-module, ouais, quelque chose comme ça. Le contexte, c'est vraiment le contexte de la scène actuelle au moment précis. C'est-à-dire, on a peut-être des objets sélectionnés. Donc, typiquement, une opération répétitive, on va vouloir la faire pas sur toute la scène, parce que si l'objet, le but c'est de fracturer l'objet, on va vouloir que fracturer un bout. Le mode, on peut passer de mode, de sculpture, d'édit, ce genre de choses. Et puis, ActiveObjet, ça nous permet d'avoir la petite objet. Donc, voilà, un exemple assez simple qui vous montre ce qu'on peut faire. Je pense qu'en le lisant, vous comprenez un petit peu. Là, je ne sais pas si on le voit, c'est vrai. Assez. Ouais, ça paraît assez simple, comme ça. Je bouge des objets, des objets, ouais, s'ils sont en dessus du plan, si on veut, voilà. Donc, ça, c'est vrai qu'on peut presque le faire à la main, mais on peut mettre d'autres conditions et d'autres choses. Et bon, là, c'est vraiment plus petit, hein. J'aurais dû le sortir là, et est-ce que j'arrive à le sortir? Parce que du coup, maintenant, j'ai le fichier, j'aurais voulu voir si on peut voir, mais je ne sais pas si j'arrive à le faire plus. Ouais, tant pis, voilà, c'est ce que ça fait. Pas grave. Donc, en gros, voilà, c'est quelques lignes. Alors après, j'ai fait un petit peu à l'arrache, ce que ça donne, mais en gros, je prends une image, je suis tous les pixels, et puis je regarde leur valeur RGB. Et puis la position. À un moment donné, je prends une petite pièce de Lego et je la place à cet endroit-là et je lui donne une valeur de RGB qui a été sortie de l'image. Et ben, ça me permet de générer ce genre d'image Lego sans l'avoir fait à la main. Alors, ça prend quelques minutes sur un ordi un peu comme ça, mais voilà, on peut faire. Après, pour les fans de Lego, il n'y a pas toutes ces couleurs de bleu. Donc, c'est pas tout à fait authentique, mais on va dire qu'on a triché. Voilà, j'ai fait d'autres variantes avec... Alors après, la hauteur des plots, si on veut, des Lego, on peut choisir soit si c'est le rouge, le bleu ou la luminescence, ce genre de choses. Voilà, ça, c'est un des... Par exemple,
a vraiment besoin de Blender parce qu'on peut juste, avec des formats standards, on peut juste rapidement répliquer ça. C'est le milieu de Blender qui dit le fichier 3D et puis il le compose. Alors le petit Lego, ça c'est un modèle. Alors oui, c'était pour savoir si on avait besoin de Blender pour cet exemple-là. Alors, est-ce que, alors vu que c'est en 3D et puis qu'après on veut faire une anime, je ne sais pas si tu connais un outil, autre chose. Maintenant, par exemple, cette forme, la pièce Lego, je l'ai d'abord modélisée avec la souris, enfin des pièces normales. Et tu voyais un outil qui, par exemple, pourrait utiliser ça. Enfin, vous avez une idée comment le faire autrement? Non, par exemple, Ah bah, si tu as un fichier STL, tu peux juste changer les coordonnées, c'est assez rapide. Mais c'est pas un bon exemple, par exemple. Alors, bon, c'est vrai que si tu as un fichier STL qui définit ça à un endroit précis, et puis tu as Bon, dans l'STL, il n'y a pas les matériaux, hein, je crois. Non, donc, voilà. Là, il faudrait... Mais oui, bien sûr, il y a tout format 3D de définition qui est ouvert, standard, lisible. Finalement, on peut le retravailler et répliquer. Après, il y a un autre exemple, c'est par exemple un générateur d'avatar. Okay. Là, c'est un petit peu plus complexe et j'ai utilisé certaines fonctions qu'il y a déjà dans Blender pour randomiser un peu les persos. Ça, c'est les fichiers, mais je vais comme ça, je les ai déjà, les liens, puis je vais vous les montrer. Voilà. Donc on peut aller dedans un petit peu, parce qu'on va pas faire trop loin. Blend. Alors, on peut ouvrir le bonhomme 3D, s'il veut bien s'ouvrir. Je vais juste prendre quelque chose à boire. Je vois qui a. Et je paierai après. Attends, je vais juste. Il n'y a que des bières. J'ai froid. Prends ça. Même si c'est des grands. Attends, je sais pas si j'ai. Ah putain, j'ai pas. Et merde, bon. Attends. Je paierai après. Oh! Ouais, c'est bon, je me suis accroché là. Ouais, accroché. Bon, on voit que le bonhomme Lego est assez grand. Ça va? Je dois toujours regarder, faire des réglages. Tu fine-tune. Ouais, c'est ça. Tous les paramètres qu'on voit dans les fenêtres, on peut accéder avec le API? Oui. Je dis, je sais pas, 99% des choses, vraiment. Donc tous les boutons qu'on touche, parce que dans l'interface, donc c'est une interface en Python, et finalement, quand on va, chaque bouton, il va lancer un... Ouais. La question, c'était de savoir si on peut... si tous les boutons sont accessibles par Python, et la réponse est oui. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, finalement, ça va juste lancer une petite commande Python. Alors, voilà, bah ça c'est un peu le texte. Et il est vachement plus lent que d'habitude. On va juste le mettre un peu plus grand, je pense on va mettre quoi, 24? Ouf, ouais. C'était comme ça va? Ça va, lisible, peut-être qu'on met juste un peu comme ça. Voilà. Alors, on peut rapidement parcourir, je ne l'ai pas non plus refait joli, mais on voit, par exemple, on va accéder à toutes les images, elles ont chaque fois un nom. Donc là, en l'occurrence, mon béni de Lego, je l'ai appelé pattern parce que des fois je change, j'avais essayé avec d'autres bonhommes, d'autres images. Et en gros, je vais chercher tous les pixels. Après, je les compte avec les rows et les colonnes. Il y a peut-être des meilleurs moyens, peut-être plus optimisés comme ça, mais voilà. Parce que là,
c'était comme ça, la définition de... Comme il lit les images, il prend en fait vraiment... Il prend... c'est-à-dire que la première valeur, c'est RGB, 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 RGB de chaque pixel. Et après, bah, il faut un petit peu retravailler ça. Et puis, où ça va être, disons, ce que j'ai envie de plus montrer plutôt que le Python, c'est donc j'ai créé une petite fonction qui s'appelle newCube avec finalement son nom, et puis sur quelle row et quelle colonne il est, ainsi que la couleur que j'ai définie là. Et c'est là où on a un petit peu plus du côté Blender. C'est-à-dire qu'on va créer un nouvel objet en lui mettant un mesh. Le mesh, c'est vraiment la forme, le maillage qu'on a. Et ensuite, on va lui assigner, on va lui dire, cet objet-là, bah, tu n'as pas un cube, mais tu prends le mesh du Lego qu'on avait. Ensuite, je copie un peu les datas. Et puis après, là, bien sûr, je lui donne le matériau. C'est-à-dire que je lui dirai quel matériau il est, avec quelle couleur. Et puis là, je change l'échelle. Bon, ça, c'est des trucs. Le 0.04, par exemple, ça, c'est en faisant que j'ai vu que c'était trop grand, donc j'ai un peu baissé. Les objets de base, donc l'image du Lego et puis ton modèle 3D du Lego lui-même, c'est dans le fichier? Alors, il est dans le fichier, oui, absolument. Tu vois, si là, je fais un cube assez grand, donc là, j'ai un cube et dans Blender, en fait, tu as le tab ici, c'est le tab des data. Et les data, bah, actuellement, dans Blender, un objet, c'est juste un point dans l'espace. Ensuite, cet objet, c'est soit une lampe, une caméra, ou un objet vide, ou un objet qui contient des vertex et des faces. Et dans ce cas-là, il contient des vertex et des faces qui s'appellent cube. Et je peux aller le chercher, et j'ai créé plein de bases Lego Mesh. Donc si je le remets là, et que je pense que du coup il est un peu grand, voilà, bah là on voit que j'ai mon Lego qui est à l'envers, mais il est là. Donc je l'ai renommé. Donc le même objet, au même endroit, c'est comme un container finalement. Cet objet peut contenir soit un cube, soit un cône, soit mon objet Lego. Et dans Blender, je peux vous montrer, pour faire la transition avec le prochain exemple, et pour refaire un tout petit peu de Blender, je vous montre une autre possibilité de faire, c'est donc je fais un peu n'importe quoi, mais je les groupe ensemble, en appuyant CTRL-G. Donc j'ai créé un groupe qui s'appelle, je ne sais pas, groupe 1, et à côté, un peu n'importe où, je peux ajouter, au lieu d'ajouter un cube ou des plans ou des choses, voilà, un fichier, un bout de texte, des lampes, je peux ajouter une instance d'un groupe. Donc là, à cet endroit-là, j'ai aussi un objet donc, qui peut être positionné dans l'espace ou rotationné, si ça se dit, dans l'espace, ainsi que on peut changer l'échelle. Mais je ne peux pas changer ce cube, parce que c'est vraiment une instance de l'origine ici. Je peux en créer un deuxième, mais je peux aussi créer, par exemple, si je fais un peu comme ça, je vais juste préparer ça. Je sélectionne que ce cube et le socle. Je crée un deuxième groupe 2 par exemple. Et donc là on a je ne sais pas comment on va appeler ça, un groupe de, c'est un peu une tête de Mickey en cube. Avec la tête de Mickey en cube, j'ai maintenant, quand je rajoute des instances, j'ai un deuxième groupe. Donc je peux rajouter ce groupe. Donc là j'ai voilà, j'ai 3 instances si on veut, 2 fois la tête de Mickey et 1 fois le cube avec son socle. Et si je change le cube, il devient plus petit. Donc j'ai vraiment des instances qui sont liées.
Et un des avantages d'avoir ces groupes, alors bon, ça peut être utilisé par exemple pour des level of detail, mais dans mon cas, c'est en fait simplement une duplication. Ça veut dire que je peux changer, au lieu d'avoir ici, même si je fais une rotation ou un scale un peu, une forme complètement bizarre, au lieu d'être le groupe 2, je peux être groupe 1. Donc je garde les mêmes propriétés, mais j'ai changé. Et ça, par exemple, je l'ai utilisé dans le générateur d'avatar. Parce que je vais vous montrer le final. Voilà. Là, j'ai fait un autre petit script, on va garder en matériel. Qui, j'espère qu'il va marcher. Donc, chaque fois que j'exécute le script, il va me créer un nouveau avatar, un peu, avec une autre forme. Toc, toc, toc. Ah, ils ont tous un petit peu le même style. Ils ont voilà, des couleurs différentes et puis des tronches, mais on va voir qu'en fait, c'est une comment dire, c'est une base. C'est-à-dire que c'est à partir de ces bonhommes-là. Donc j'ai créé des corps, certains corps, des bouches différentes et des yeux et puis des chapeaux. Enfin ce que j'appelais chapeaux, accessoires de tête. Donc si je regarde là, celui-là, j'ai réutilisé la même chose, c'est les datas. Donc lui, il a la head ninja. Pour l'instant, voilà, je l'ai défini, je l'ai appelé head ninja. Mais si je le change en head horns, il a maintenant des cornes. Là, il a ça. Et je peux aussi le changer des yeux. Pourquoi pas? Mais ça, j'ai pas rajouté encore des trucs un peu space. J'ai quand même resté head. Et en gros, quand je génère, je remplace head ears by head autre chose. Je loupe dans toutes les têtes et puis je lui en assigne une au hasard. Voilà. Donc je vais juste l'ouvrir comme ça, view. On voit un petit peu plus, on met à 20 à peu près. Voilà. Et je vais ouvrir. Si on arrive à voir un peu comme ça, ouais. Voilà. Donc d'abord je reset la scène, on efface tout sur les layers 1. Ensuite je fais quelques random. Et je crée les parties. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre à une position définie. Alors c'est vrai que pour créer ces trucs random, il y a une partie du script pour randomiser, mais c'est une partie de préparation des assets. Donc il faut être le plus correct possible pour qu'ils puissent se lier. Pas que tout à coup on a des yeux qui sont complètement de l'autre côté. Donc il faut quand même regarder pour que... c'est un peu comme comment on appelle ça, avec le papier, là, le Cadavrexki. C'est ça, hein, non? Cadavrexki, c'est quand on prend un papier, on dessine une tête, et puis on fait 2 traits. Après, on plie le papier, et en dessous, il faut dessiner un corps. Ah c'est exactement ça. C'est ces 2 petits traits qui vont faire que la tête sera connectée au corps qu'il faut préparer, en fait, dans son asset 3D. Enfin, il faut préparer. On est libre de faire ce qu'on veut avec Python. Donc, on pourrait très bien avoir juste des points et puis aller analyser, dire où sont les points de connexion, finalement. Allez, on va faire là, les points de connexion. Puis quand on voit qu'il est trop grand, trop petit, on automatise aussi le fait de les mettre plus grands ou plus petits. Et voilà, ça c'est un exemple qu'on avait fait. Alors ça c'était un peu plus aussi une présentation et puis un peu des essais pour créer des avatars. Voilà, donc au lieu de chaque fois prendre, on peut faire... Et puis, en rajoutant des têtes, en rajoutant des trucs, on va se donner encore plus de possibilités de faire. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Je vais faire... S'il y a une question, je la répète, je promets. Tes avatars à la base, en fait, dans ton script, tu vas hardcoder le nombre qu'il y en a à la base. Ou bien il détecte automatiquement les groupes. Je me souviens plus là si je l'avais fait, mais on peut très bien aussi compter en fait le nombre de... Putain! Vas-y, on va voir. Trop fort.
Mais oui, je rêvais de la question. Pourtant, je t'ai dit, hein, je vais la répéter. Mais elle était tellement bien ta question que je me suis dit que je vais la répondre tout de suite. La question c'était si je comptais en fait le nombre de mèches, si on veut, ou de nombre de chapeaux qu'il y a. Et ben on va voir parce que c'était il y a un moment que je l'avais fait. Donc voilà, ben là j'ai par exemple cool meshes. Donc oui, en fait je compte la longueur et puis là il fait le random à partir d'ici. Donc je compte combien il y a de ces mèches. Alors pour les avoir en fait, là c'est ça, je compte. Il starts with le type. Donc si le type c'est head, en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va regarder tous ceux qui ont head, qui commencent par head. Donc il va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si moi je voulais rajouter une tête, je crée un mesh, je le mets si possible au même endroit. Donc idéalement je dupliquerai d'abord une des oreilles et puis je l'appelle, je sais pas, feuille de cheval ou n'importe quoi. Et puis j'en aurai une en plus. Donc là elle serait automatiquement intégrée. Ensuite, je vous montre un autre exemple qui est un petit peu plus complexe, où j'ai carrément créé un add-on. Donc un add-on, ça peut être sous plein de formes différentes, mais en gros, ça me rajoute ici tout un pan avec des options et des boutons et des choses. Parce que on a vu celui d'avant, j'ai créé des avatars au hasard. Je devais chaque fois aller dans le script et puis le lancer. Mais j'aurais très bien pu afficher des options. Par exemple, est-ce que je veux changer les yeux ou pas? Est-ce que je veux changer les couleurs ou pas? Combien j'en veux? La grandeur? Enfin, il y aurait eu plein d'attributs qu'on pourrait exposer. En créant un add-on, on a aussi toute cette interface utilisateur qui est présentée. Alors, ce add-on, il sert à... On va rester comme ça. C'est pour générer des parkings. Alors, voilà. Une fois que j'ai lancé le parking, c'est en fait un outil pour bien placer des caméras et des objets sur un parking. Alors, il y a plusieurs options, mais une, par exemple, la première, c'est de randomiser les voitures qu'il y a. Donc là, j'ai utilisé ce qu'on a vu avant, le groupe. C'est-à-dire que cet objet-là, ça c'est une place de parc. Son contenu, si on veut, c'est parking car 1. Mais je peux le remplacer par parking car 2, 1, ou van, ou différentes choses. Et donc quand je randomise, je fais ça, c'est je sélectionne toutes les places de parc, je regarde et je leur assigne une place de parc au hasard. Quand je randomise, hein, j'utilise ce terme, je me permets, je peux changer l'occupation. Donc je peux mettre par exemple ces parkings, finalement j'aimerais juste simuler qu'il n'est que 10% utilisé, ou au contraire plus, 90% carrément, voilà. Et chaque fois que je lance, il fait un truc au hasard. Et là, c'est les catégories de voitures. Donc, je peux, par exemple, faire que des petites voitures. Ouais, non, j'ai plus, parce que j'ai dû changer, je pense. Voilà. Là, j'ai mis que des vannes. Parce que le but, en fait, c'était de pouvoir simuler des parkings et de poser des caméras et de savoir ce que les caméras voient. Pour savoir... est-ce qu'on voit les parkings ou pas? Est-ce qu'on voit les voitures? Donc, en mettant des vannes, et non, en fait, j'en ai encore mieux, je crois que c'est van et smart, high contrast, voilà. Voilà, avec des vannes et smart. En fait, le but, c'est de cacher les smart par le camping-car, finalement. Pour voir où est-ce qu'on va placer les caméras, si elles sont bonnes ou pas. Et là, ben, l'outil, la combinaison de Blender et d'un script permet de simplifier ça, parce que si on avait dû faire avec des dessins et imaginer ou aller sur des parkings qui n'existent pas encore ou qui sont voilà, en construction ou dont on n'a pas les datas particulières, là on peut vraiment simuler ça. Et puis bah, ces outils, là on peut voir
voilà, une autre option que j'avais fait, c'est que je peux sélectionner seulement un certain nombre de places, parce que finalement, c'est que celle-là que j'ai envie de changer. Et du coup, je remets... Ah non, j'ai pas sélectionné Only Selected. Et là, du coup, je change que celles qui sont là. Donc ça, c'est un outil possible. Et après, il y a différentes options de... Ça, c'était plutôt de l'automatisation. Pour, typiquement, quand tu as 20 caméras, 20 rendus à faire, au lieu de sélectionner une caméra, changer, faire le rendu, changer le nom, hop, on fait tout de suite avec le nombre maximum de caméras qu'il y a. Voilà, ouais. Donc là, on peut faire un exemple en augmentant un peu le scale. On va faire 1.4, je pense. Si par exemple, je peux même faire comme ça. On va même tac. Là, par exemple, je vais dans Transform. Je peux éditer directement avec les clics droite de la souris. Aller là où on peut normalement rajouter des keyframes ou différentes options qu'on a dans Blender. On peut changer déjà le data path. Donc c'est le chemin, si on veut, d'accès de la propriété. Alors c'est pas complet parce qu'on voit que là on n'a que la finalité du chemin. Alors que si on laisse dessus, en bas, on voit vraiment tout le chemin pour cet objet-là. L'objet qu'on a sélectionné, le cube. Donc on aurait vraiment BPI, donc on va aller taper dans l'API de Blender, les datas, donc c'est toute la hiérarchie du fichier, les objets, ensuite lequel, cube, et ensuite sa rotation, en guillemets aussi la première, le X. Il y a également la possibilité en fait d'éditer la source. Donc là on édite vraiment la source du script. C'est à l'intérieur de Blender, il y a aussi un text editor. C'est voilà, il y a un petit peu de syntaxe pour changer les couleurs. Ça suffit, mais on peut aussi éditer en externe, bien sûr, si on a besoin de plus d'outils. Là, du coup, c'est les sources de tes menus par défaut, en fait. Alors oui, exactement. Là, c'est les sources par défaut. Ouais, mais je répète ce que tu dis. Mais c'est pas la question, mais c'est ce que tu dis exactement. Ça, c'est les sources de l'UI. Okay. Toute l'UI est faite en... Voilà, exactement. Toute l'UI est faite comme ça. Donc, on peut partout aller voir comment ça a été fait. Donc là, celui-là ici, ah ouais, bravo. Ouais, je sais pas si j'en ai besoin ou pas, mais là, si j'édite là, on voit que on est là. Et on a ces use ray trace, use full oversampling, et puis c'est assez vite. Oups, attends, j'étais un petit peu trop edit source. Si là, je prends ces deux, je les replace et je fais pas de bêtises, mais je mets comme ça et je réexécute. Je l'ai à double maintenant là. Je l'ai deux fois et je pourrais aussi l'appeler autrement ou lui mettre des icônes. Je crois que c'est texte égale salut fix me. Donc là maintenant j'ai une option que je peux activer qui s'appelle salut fix me. Elle va pas juste faire un coucou à tout fix me, elle va mettre du full oversampling. Et on voit d'ailleurs, parce que je l'ai donc dans le code, je l'ai dupliqué finalement la base c'est vraiment use full oversampling. Et on voit qu'il s'active aussi le vrai bouton avec son vrai nom. Je crois qu'on peut faire icône égale caméra. Et non, alors c'est pas caméra, je regarderai laquelle c'est, mais. Ou alors on peut pas, il y a des fois on peut pas mettre d'icône dans certains endroits. Ouais. Donc voilà, toute l'interface est paramétrable et puis on peut vraiment créer différents add-ons. Je peux vous en montrer, enfin là quand on regarde, il y a vraiment une jolie liste d'add-ons qui sont
assez bien maintenu. Il y a plusieurs types d'add-ons de Python. C'est toujours très intéressant aussi pour voir, pour apprendre, pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont utilisé. Et des add-ons plus avancés, on peut aussi créer carrément des outils en utilisant un mode modal. C'est-à-dire qu'on va lancer le script et puis suivant ce qu'on va sélectionner comme objet, on va avoir différentes réactions. Tac, tac, tac. Voilà. Bah oui, puis, ouais, je sais pas pourquoi j'avais retesté, mais là il est encore plus long. Parce que là, bon, après, tous ces fichiers, je peux aussi les partager, si jamais vous voulez regarder. Moi, j'ai pas vraiment nettoyé en fait les codes, parce que quand je fais pas des choses qui vont être partagées. La plupart du temps, c'est 10 minutes, 15 minutes, ça marche. Et ça marche souvent que dans ce moment-là. Et c'est-à-dire que si je reprends un peu après, quelques mois, pour un autre truc, et ben, faut adapter. C'est vrai que quand on est comme ça en prod et qu'on fait des scripts, on hardcode beaucoup de choses et puis on les rend pas très flexibles. Donc voilà, c'est assez court comme présentation. Je voulais vraiment vous montrer ce qu'on pouvait faire, que vous soyez au courant des possibilités, et puis d'imaginer que peut-être lors d'un de vos futurs projets, vous puissiez utiliser finalement Blender et l'automatisation qu'il y a, qu'on pourrait faire avec. Il y a... voilà, je l'ai ouvert avant, il était moins long à ouvrir. Ça, c'est la même image, mais avec le logo de Club Maté. Donc ça prend un peu plus long, parce que je pense que la résolution de l'image était plus grosse. Est-ce que c'est ça qu'on appelle le mode procédural, création procédurale? Alors la question était, est-ce que c'est ça qu'on appelle le mode procédural? Non, pas vraiment. Oui et non. Bah, c'est-à-dire que réellement il y a plusieurs façons de faire. Procédural. Donc moi, j'imagine que... Oh, je m'embête celui-là. Mais en gros, oui, on pourrait aussi le considérer. Voilà, bah, ça c'était l'image que j'avais. Il y a plusieurs façons. Oui, il y a le côté non destructif et procédural, c'est-à-dire que si moi on me dit est-ce que Blender est un logiciel procédural, je dis non. Parce qu'il y a un autre logiciel qui s'appelle Houdini, qui est vraiment procédural dans le sens où chaque objet qu'on fait ou chaque opération qu'on crée, elle est enregistrée dans un node tree, un arbre d'opération. C'est-à-dire que la première opération, c'est créer un cube. La deuxième opération, c'est bouger. La troisième, c'est dupliquer le cube et le positionner en 9.3. Et tout ça sera enregistré. Alors que dans Blender, il y a un historique, je peux faire undo, mais je ne peux pas aller dire, c'est pas un cube, c'est un rond. Là, c'est trop tard. Alors qu'avec un vrai logiciel procédural qui suit si on veut l'historique, le stack, je peux aller à la tout premier nœud et puis lui dire, changer la valeur, le paramètre de cube en rond. Et du coup, tout ce que j'aurais fait derrière, si c'est possible, il va le faire. Je dis si c'est possible parce que, admettons qu'on ait pris un cube et changé un des points, bah, avec une sphère, où on aura plus de points, ça va être un petit peu plus difficile d'avoir savoir exactement quel point c'est. Alors, en théorie, vu que c'est procédural, c'est un peu informatique, c'est une machine, il va prendre, là j'ai actuellement bougé le vertex de l'index, je sais pas, le 5 par exemple. Là j'ai bougé l'index le vertex 5, donc dans une sphère, quand on reste ça, on va changer en sphère le cube, et il va prendre le 5. Il ne sera pas forcément en haut à droite, parce que le 5 il est peut-être en bas, en gauche, parce qu'il l'a créé sur les 60 qu'il crée. Mais c'est... voilà, ça permet d'avoir. Alors, il y a des outils
qui sont des modificateurs sur lesquels on peut rajouter des choses. Et ça, c'est un peu non destructif. Donc, c'est une façon de faire un peu procédurale parce qu'on peut déjà pas mal faire de choses. Ça veut dire qu'avec un cube de base, je peux le subdiviser plusieurs fois. Je peux lui faire que c'est un wireframe. Et je peux par exemple l'animer. Bah, déjà, je peux en faire plusieurs aussi. Comme ça. 3, 4. Ainsi que on va faire une anime. Donc voilà, il bouge. Et où on reste. Enfin, je ne sais pas si le terme est réellement procédural, mais ça reste quand même un cube. Donc si je change la forme de base et puis que je fais quelque chose d'un peu plus long, bah, toutes mes formes, de nouveau, elles seront un petit peu plus longues. Donc c'est un peu un mix entre les deux, je dirais. Après, où on peut vraiment le faire, le procédural, c'est qu'on pourrait écrire tout un script. Parce que tout ce que je fais là, c'est une opération. Ça, add modifier, là, displace, on le voit, c'est BPI ops. Donc ops, c'est un opérateur. Object, parce qu'il y a plusieurs opérateurs. Il y a des opérateurs de rendu, des opérateurs d'objets, de matériaux. Et donc c'est on n'a pas d'image, mais object.modifier underscore add. Donc on ajoute un modificateur sur cet objet et type égale displace, donc de type displacement, displacement. Rien n'empêche qu'on pourrait créer depuis zéro tout le code et reprendre, de dire on crée un cube, on le duplique, on fait ça, on fait ci, on fait ça, on fait ça, on écrit tout en Python. C'est toujours un peu avoir ce qui est facile et ce qui est un peu plus compliqué. Et au 3D Thursday, on sort toujours un peu la courbe du geek. C'est cette courbe que connu, je ne sais pas qui c'est qui a fait. C'est ce truc d'automatisation. Vous connaissez, non? Vous avez déjà vu? Enfin, nous on l'appelle ça la courbe du geek, parce que je crois que c'était ça le nom. Je ne sais pas si je l'ai... courbe du geek. Je ne sais pas si on la revoit. Mais oui, bah c'est celle-là, voilà. C'est celle-là, la courbe du geek. Je sais pas si on peut la voir plus grand là. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai pas pensé, mais j'aurais dû vraiment la sortir dans mes slides parce qu'elle est très importante quand même. Parce que c'est vraiment la base aussi finalement de Python, d'utiliser Python dans ce cas-là. J'imagine pour les parkings, au début, si on n'a que 5 à faire, on va vite changer les voitures. Et après, au bout du 200e, ben, on est content d'avoir passé cette échelle verticale de création du script, où on perd du temps, mais qui est rattrapé à la fin. Et bon, j'aime beaucoup ça, make fun of geeks, complicated method. Et finalement, après, il gagne, mais voilà. J'ai beaucoup appliqué, mais je ne l'avais jamais vu. C'est le cas un peu idéal quand même. Ah oui, ouais, alors, je dis pas qu'il y a des boss, il y a, voilà. Mais disons, c'est la théorie parfaite de l'utilisation. Donc voilà. Donc dans mon cas-là, voilà, c'est exactement dans ce cas-là, je dirais, si on sait qu'on va devoir changer les formes, on va devoir faire 20 formes de base avec le même rendu final, il vaut mieux peut-être passer du temps à écrire son code pour qu'il y ait juste à changer une ligne, réexécuter le script qui va s'exécuter rapidement, plutôt que de faire 20 fois les mêmes opérations et des choses comme ça. Après, bon, il y a des outils dans Blender qui permettent déjà aussi de changer les choses un peu, comme on l'a vu là, par exemple, au lieu de cette forme, on pourrait avoir plein d'autres choses. Mais c'est un peu la base d'idée. Donc voilà, pour ce qui est un petit peu de Blender, j'espère que, enfin, et Python. Je n'ai pas pris d'exemple pour le rendu en background, en ligne de commande, mais en gros, en écrivant Blender dans un terminal et lancer "-b", on a normalement toute l'info de background. Et ce qui va nous permettre de... Il y a des paramètres, des arguments. Par exemple, on peut simplement changer le début de l'animation et la fin de l'animation. On peut rendre une image ou rendre une partie d'image.
Mais on peut aussi rajouter un "-p" pour exécuter un script Python. Donc on lance Blender avec un fichier et on exécute ce script Python avec ces datas du fichier. Donc on pourrait aussi imaginer un outil mis ligne de commande, mis dans Python de Blender, où au lieu d'avoir, on pourrait parser en fait une centaine de fichiers Blender en faisant chaque fois la même opération. C'est vraiment des macros. C'est-à-dire qu'on prend ce modèle et on lui applique des modificateurs, on lui fait ça finalement, peut-être on peut lui faire ce genre de trucs rigolos, et puis on le sauve. Ou on rend tout de suite l'animation et puis on sauve pas parce que c'est pas ce qu'on a envie. Voilà, il y a vraiment plusieurs possibilités d'ouverture qu'on peut faire. On peut, vu que c'est du Python, on peut faire aussi, il faut voir si je l'ai, puis surtout s'il fonctionne encore, mais j'avais fait aussi une fois, j'ai oublié de le mentionner, j'avais fait, je sais plus si on a là, fun stuff, je ne sais plus où il est, mais je sais plus où il est. Je le retrouverai peut-être. Mais typiquement, j'avais un soir, on avait aussi, il y a ces LED là qui sont commandables par internet avec une simple ligne de commande. Donc finalement, on pouvait sélectionner des matériaux de couleurs différentes dans Blender et le script Python va lire les valeurs RGB du matériau et les envoyer en commande aux différentes LED qui sont signifiées. Ça, c'était un des premières étapes. Et après, on pouvait animer. Parce qu'on peut animer dans Blender les valeurs de matériaux. Du coup, une fois qu'elles sont animées, à chaque frame, on renvoie. Alors, c'était un petit peu lent, il y avait de la latence. Ça faisait un peu... Je crois que ça envoyait trop de paquets. Mais ça, je suis pas un expert réseau et je n'étais pas là. Donc, j'ai pas fait trop de dégâts, je crois. Mais voilà, c'est des choses comme ça. Il y a des moyens d'aller chercher aussi justement des données. Donc, on a tous les modules qu'on veut de Python, finalement, en interneur. Pas seulement juste modéliser ou faire des choses dans Blender, mais on peut aller chercher, on peut aller faire des datas et réutiliser des bouts qu'on a. Voilà. On peut faire de l'IoT, visualiser des choses. On peut visualiser exactement aussi des choses. On peut imaginer avoir au lieu d'en avoir 2, 3, ou la hauteur de ces blobs, c'est finalement la consommation électrique là, du truc. Et puis on lance cette animation et là, typiquement cette animation, elle a une valeur de... Le wave, il a... je vais juste baisser un petit peu pour que ce soit un petit peu plus rapide. Tac, là, on a par exemple la speed. Donc on pourrait imaginer, simplement en faisant... On descend. On pourrait imaginer avoir un script Python qui va chercher la consommation électrique. Je crois on peut toujours. Ah ouais, où il y avait un truc. Voilà. Prendre ça et puis la plugger là-dedans. Ça veut dire que si on allume les lumières, elles vont commencer à aller plus vite. C'est vraiment... On a les outils, les points d'entrée, les points de sortie. Oh, là tu vas dans Retour vers le futur là. C'est vrai qu'en faisant le rendu, on va consommer de l'électricité. Non, parce que mon ordinateur n'est pas branché à l'électricité. Donc on est obligé de rendre sans plugger le jus. Voilà. Sinon, c'est vrai que ça va faire un loop impossible. Tu as raison. Voilà. Si vous avez d'autres idées ou de possibilités, je pense que c'est possible. J'ai simplement envie de dire ça. C'est bête, mais il y a vraiment plein de trucs fun à faire. Est-ce qu'on peut faire l'animation de caractère dans le code, par exemple avec cinématique inverse ou... Alors, est-ce qu'on peut faire l'animation de caractère avec le code? Alors, j'ai envie de... oui, en soit, on peut, mais ça sert pas à grand-chose, en fait, je pense. Parce que, alors, tu as mentionné la cinématique inverse. Alors, on va pas la faire en fait en code, parce qu'il y a des fonctions déjà dans Blender de cinématique inverse, c'est-à-dire qu'on va définir des points de bonhomme, d'entrée et de sortie. Donc, si je prends un des... Je sais... Dans les jeux vidéo, maintenant, c'est plutôt avec ça ou c'est avec les captures d'animation? Alors, si je reprends juste le petit Vincent,
Tu vois, ça c'est par exemple un des bonhommes. Donc, typiquement la main, elle est en cinématique inverse. Donc, je bouge que la main, l'effecteur de la main, et puis tout le reste est calculé. Donc, moi, dans un cas comme ça, tu dis juste ces os, ils vont là. Pour les jeux vidéo, ce que tu mentionnes, c'est vrai, c'est le côté peut-être un caractère où c'est plus de l'intelligence artificielle, de pathfinding, de navigation, de ce genre de choses. Dans un jeu vidéo, non, tu vas vraiment préparer les assets ici. Tu vas préparer les animations des bonhommes. Typiquement, je marche, je cours, ou je regarde à droite, je regarde à gauche. Et puis après, dans le moteur de jeu, là, tu vas définir aussi les conditions. Je fais ci à ce moment-là. Vraiment, coder une animation, je pense que non, parce que c'est aussi quand même un art à faire des pauses, à faire des choses que faut faire à la main, au feeling. Parce que finalement, il faut avoir un visuel, un feedback. Parce que par exemple, pour les gens qui travaillent sur des réseaux de neurones pour reinforcement learning, pour apprendre à marcher, ils ont besoin d'utiliser un outil pour visualisation, pour lire les données. Je voulais savoir, est-ce que Blender, c'est un bon plateforme ou test fait pour faire ce genre d'expérimentation? Alors, est-ce que Blender est une bonne plateforme pour faire des expérimentations du genre justement de visualisation avec des datas ou avec, par exemple, du machine learning ou différentes choses? Alors, je pense que oui, je pense qu'il y a des choses qu'on peut imaginer parce que tous ces points, toutes ces datas qu'on calcule ou qu'on prépare, on peut les visualiser avec soit des cubes de base, soit on peut reprendre par exemple un de ces caractères. On pourrait imaginer ce personnage et puis lui dire à un moment donné, suivant ce qu'on a sorti comme résultat, fais ça ou fais autre chose. Parce qu'on peut, de nouveau, on pourrait préparer des animations du style, enfin, je sais pas, est-ce que tu as mentionné quoi, le rééducation. Apprendre à marcher, oui. Donc, c'est un cas comment? Donc, l'idée c'est de définir un valeur de reward, de gain, et puis c'est un algorithme de machine learning que s'il marche bien, tu donnes un reward et puis il fait une exploration de tout l'espace. D'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est ces systèmes où en fait, mais dans ce cas-là, tu dois donner une façon de marcher et puis le système doit apprendre à marcher. Et plus il marche bien, ouais. Donc j'ai déjà vu ces vidéos, c'est fait 2-3 comme des bones où on les fait marcher, puis plus ils vont vite, plus ils ont des rewards, donc ils vont être, le système est mieux quoi, il a mieux appris, et puis ils apprennent, ouais. Oui, en soit c'est possible, d'autant plus qu'il y a par exemple des systèmes de collision de rigid body qu'on pourrait utiliser, donc il n'y aurait pas non plus besoin de recalculer toutes ces choses-là. On peut simplement lui donner je sais pas, lui randomiser finalement la forme de ses pattes, de comment il marche, de la vitesse, de l'interaction entre les deux. On peut faire des contraintes entre les bones, les choses. Par exemple, de dire, quand tu bouges là, l'autre il peut pas, ou des choses. Et puis après générer finalement des centaines de milliers de résultats avec des formes. Oui, il y a un système de rigid body, de bullet qui est utilisé aussi, voilà, bullet, voilà. Et donc on peut très bien imaginer avoir des cubes ou des formes qui vont interagir, et puis on peut mesurer finalement la longueur ou le temps qu'il a pris en frame ou autre pour arriver à un endroit précis. Dans ce cas-là. Voilà, si tu veux faire ce genre de recherche, au lieu de faire une application sur C++, utiliser plein de petites bibliothèques. Ici, tu peux rapidement commencer sur... Alors oui, c'est vrai qu'au lieu d'utiliser des autres applications, ou de refaire finalement la roue, ça dépend tout peut-être la complexité de ton algorithme et puis les choses. Peut-être tu as envie d'avoir exactement les points d'impact ou ce genre de choses qui seront peut-être. Mais suivant comment, il vaut mieux peut-être utiliser ce qu'il y a déjà à disposition et puis plugger par-dessus. Ouais, ça c'est sûr. Là. C'est encore une utilisation un peu magique de Python dans Blender qu'on pourrait imaginer. Ouais, je pense qu'il y en a plein. Il y a bien sûr aussi, après, si moi je le mentionne pour moi qui fait plus de l'animation 3D dans les films,
c'est un des avantages aussi que c'est dans le pipeline, c'est dans l'automatisation des fichiers. Par exemple, on a un long film avec plusieurs scènes, une vingtaine de scènes, et puis on a envie de changer une valeur pour le rendu final. Ben, on va à nouveau automatiser pour les 20 scènes, pouvoir faire quelque chose. Donc ça, c'est différentes utilisations. Pour la question plus de scientifique, alors je sais que par exemple c'est le Blue Brain Project, Blue Brain Project, ouais. Ils utilisent Blender aussi pour reprendre les datas qu'ils ont de leur big computer, la Big John, pour visualiser. Donc il y a toute une passerelle en fait pour reprendre les neurones, vraiment, donc la visualisation des neurones du rat à l'intérieur de Blender. Voilà, alors là on peut voir, bon, c'est juste pour la mention que ce rig en fait là je sais pas quel point il aurait, je pense que quand on bouge là, ah non c'est là, ouais, il manque des options parce qu'en fait il n'a pas été loadé complètement, c'est-à-dire qu'on a un petit bouton et Reload Trusted, parce que vu que c'est du Python et que c'est du code, par défaut on peut pas, parce qu'on pourrait très bien m'envoyer un fichier blend avec un tas de trucs qu'il exécute en fond. Donc, par défaut, il n'y a pas. Donc là, je le reload et je lance le script. Et si je prends sa main, normalement maintenant, je dois avoir... c'est où là les properties? Voilà, là, il n'y a pas grand-chose, mais en gros, il n'a pas lancé l'interface parce qu'il n'avait pas confiance. Tout simplement. J'ai jamais vu, c'est peut-être un truc à essayer de faire un virus ou un truc, un trojan en Blender qui prend, je pense que tu peux faire pas mal de choses, non? Parce que Blender, voilà, tout, je pense, ouais. Du moment que tu dis c'est bon. Mais bon, c'est une communauté amicale et sympathique, alors ça va. Voilà. Sur Blender, apparemment, je vois plus et plus que il a explosé. Est-ce que c'est devenu une alternative sérieuse par rapport à API payants ou commerciaux? Oui. Des films et des jeux vidéo qui sortent. Oui, vraiment. Est-ce que c'est une... la question c'est, est-ce que Blender, parce que tu as vu beaucoup tu le vois de plus en plus souvent, d'animation, est-ce que c'est vraiment une alternative aux logiciels commerciaux, payants, classiques? Maya, Max ou Cinema 4D, enfin il y a plusieurs comme ça d'anciens. Oui, absolument, ouais. Et pour le résultat qu'il y a, et pour le développement rapide, qui au contraire chez les autres c'est un peu plus lent. Et voilà, j'étais la semaine passée, j'étais en Chine pour présenter aussi Blender et l'open source, un truc de présentation numérique. Et alors les Chinois, eux, connaissent pas du tout Blender, ça c'est vraiment très peu. À part les grands technicals dans les boîtes, ils ont vraiment ceux qui lisent beaucoup les journaux, enfin les documents à l'extérieur, mais en interne eux-mêmes, les artistes, ils connaissent très peu. Et mais c'est quelque chose quand ils ont vu, ils ont compris tout de suite que ce qu'on peut faire. Et les outils sont tous là vraiment, voire même plus. Avec la nouvelle version, la 2.8, qui va sortir tout bientôt, il y a plusieurs outils et je peux rapidement en montrer si ça t'intéresse. Juste un exemple que je faisais. Donc déjà, on voit que l'interface a pas mal changé. Elle est plus unifiée, elle est plus intéressante pour les débutants et tout simplement plus logique en règle générale. Et il y a un nouveau moteur de rendu temps réel, si on veut. Donc c'est dans le viewport. Dans la vue 3D, au lieu d'avoir enfin c'est toujours de l'OpenGL, mais ça utilise toutes les techniques assez récentes de jeu. Donc c'est pas vraiment du ray tracing parce qu'on le fait pas tout le temps, mais c'est des. Alors par exemple là on le voit un petit peu quand je bouge beaucoup. Pour ceux-là, c'est une sorte de ray tracing pour les volumétriques, mais tout le reste, ça reste des calculs d'OpenGL. Et
Ça, c'est un des moteurs et des possibilités, c'est-à-dire qu'au lieu de rendre, si on a un résultat suffisamment joli là-dedans, on n'a plus besoin de rendre finalement, on est quasi temps réel. Dernière carte, tu peux avoir 30 frames par seconde avec ray tracing. Voilà, ouais, voilà, c'est aussi un peu ce genre de truc. Là, il n'y a pas de carte graphique qui vaut quelque chose là-dessus, mais sur une desktop avec voilà, une dernière carte graphique, on arrive vraiment à faire des jeux. Après, c'est aussi un petit peu de triche. Il y a beaucoup de triche, d'optimisation, de cachet de choses. Mais le rendu de base de Cycles, il existe toujours, il sera toujours là. Donc, il y a toujours la possibilité de faire les deux. Et du point de vue Python, alors ça change encore beaucoup avec chaque fois qu'il y a une nouvelle version, bien sûr, il y a quand même pas mal de choses qui changent. On profite de faire du clean-up pour bien ordrer les choses. Est-ce que tu es affilié avec leur fondation Blender Non, je les connais, voilà, j'ai fait des cours là-bas, je vais aussi une fois par année pour la conférence. J'aide un petit peu à organiser, mais je ne suis pas affilié plus que ça. Je suis aussi utilisateur et je donne des feedbacks, je reporte des bugs. Je fais partie de la communauté plus que de la fondation, bien sûr. Voilà. Voilà, ça c'est le... On a une petite question d'internet pour toi. Oui. Quelqu'un qui demande s'il peut faire un peu comme OpenSCAD dans Blender. Mm-hmm. Je te montre le bout de code qui demande. Par exemple, difference cube, translate, cylinder. Alors, bon, je vais OpenSCAD. Donc, tu fais un boolean entre un cube et ouais, et un cylindre de 4 de 20 qui est à la position 10-10 là. Hein. C'est juste, hein, si je me souviens bien. Defense, tu fais entre les deux. Toi, tu connais bien OpenSCAD, je crois. Ouais. Bon. Alors, peut-être pas. Alors, on peut faire. Alors, on pourrait très bien imaginer aussi. C'est vrai que j'ai oublié de vous mentionner, mais quand on crée un cube, on a là en haut comme un petit historique des objets. Donc, en gros, la réponse, oui. La réponse, c'est oui. On peut utiliser Blender pour créer des choses. C'est un petit peu ce qu'on avait mentionné de paramétrique au début. C'est-à-dire, je crée mon cube, je fais le cylindre à un endroit précis, et ensuite, je rajoute le modifier avec les... Si je le fais à la main, le difference, c'est peut-être ça plus spécifiquement la question sur le difference. Je le fais à la main parce que ce sera justement là typiquement plus vite de le faire à la main en utilisant les aiguilles que d'écrire. Mais après, on peut l'avoir également. Donc pour montrer, on a aussi des... Alors, c'est des booleans, quoi. Ouais, voilà. Et là, tu fais difference. Il faut juste le cacher. Et voilà. Donc là, on a. Et puis après, le truc, c'est que vu qu'on ne bouge pas le cube, mais qu'on bouge le. Enfin, on bouge pas le cylindre, pardon, mais on bouge le cube. Le trou, il change avec. Okay, donc oui. Définir un objet de résultat de cette opération. Est-ce qu'on ne peut pas définir un objet comme... Tu as encore deux objets. Ce que tu vois, c'est la différence. Oui, alors c'est parce que j'ai gardé l'historique, c'est-à-dire j'ai gardé ce modificateur. Si j'ai le bouton Apply, je l'applique, j'écrase, j'enregistre comme ça. Donc maintenant, il est unique. Et il est, voilà, les mèches. Et celui-là, on peut faire ce qu'on veut. On peut d'ailleurs réutiliser pour en faire un deuxième, si je voulais refaire. Je reprends un boolean et puis je fais avec celui-là. Et de nouveau une différence. Et voilà, on a un peu comme ça. Oui, un deuxième comme ça. Voilà, exactement. Ouais, on peut faire ça. Mais c'est vrai que
là, maintenant, je suis pas perdu, mais j'ai bloqué mon résultat. Normalement, ce que je ferais, c'est que je fais une sauvegarde. Enfin, je mets ces deux objets avant de faire l'opération, avant de la détruire, si on veut. Je les mets de côté pour au cas où, si j'ai envie de revenir à ça. Ou alors, dans un cas comme ça, finalement, je laisse le modificateur parce qu'il me va très bien. Il y a la possibilité, bien sûr, aussi de parenter cet objet à l'autre. Donc, je lui dis que où que tu sois, où que tu bouges, l'autre est child of. Donc, maintenant, là, en bougeant, il a quand même un petit... Ah, on voit qu'il a même un... Ouais, dans ce cas-là, vaut mieux l'appliquer, ouais, ça c'est sûr. Si tu le fais en code, du coup, c'est pas destructeur. Comment tu peux reprendre ces objets Alors, il faut juste relancer le code. Ouais. Oui, mais oui, tout à fait. C'est pas destructif, en fait. On le garde. Maintenant, c'est vrai que c'est pas l'idéal parce que tu vois, typiquement, comme le OpenSCAD, il a vraiment fait une fonction difference et puis tu lui donnes des arguments. Alors que là, parce que tu peux donner des arguments, puis à l'intérieur, tu peux même utiliser une autre fonction. Tu peux vraiment faire des constructions beaucoup plus complexes que dans Blender. C'est plus linéaire, je pense. C'est-à-dire que je fais ça, je crée un cube, je les fais une union, je les fais une différence. Ensuite, je sélectionne un autre truc, je le bouge, je fais ça. Alors qu'avec OpenSCAD, tu peux avoir une hiérarchie un petit peu plus logique. Et puis au plus... Ouais, non, c'est pas vrai, parce que tous les loops, tous les if, tu peux les avoir. Tu peux faire les fonctions avec Python, donc tu pourrais le faire. On a un DSL, un langage qui est plus propre sur OpenSCAD. Ici, c'est tout fait sur Python. Voilà, et puis c'est aussi un petit peu des macros. Typiquement, quand j'ai créé quelque chose, tu vois, le transform, là, celui-là, c'est un opérateur qui s'appelle transform translate. Il a des values, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est les values de 0,8, ça. Mais après, il y a constraint axes, il y a plein d'autres paramètres qu'il a gardés par défaut qu'on peut changer ou pas, qui font un petit peu du chenille, finalement, enfin du noise en plus. Et de nouveau, j'ai envie de dire, c'est pas forcément l'utilisation principale de Blender. Il faudrait faire les deux, peut-être combiner. Avoir une combinaison un peu, une base qu'on modélise avec les outils standards, quitte à rajouter par-dessus, après, des automatisations un petit peu dans Python. Il y a des gens qui ont fait des versions de Blender radicalement, avec des UI complètement différentes pour des... Je sais pas, pour faire un truc spécial, enfin, qui n'a rien à voir avec la création du 3D. Enfin, je sais pas, il me semble qu'il y avait un truc exprès pour faire des jeux vidéo. Alors, la question c'était si Blender, si quelqu'un a fait une version de Blender avec des UI complètement différentes. Alors, les jeux vidéo. Alors, dans les add-ons, par exemple, je mentionne un qui est assez bien. C'est dans Blender, il y a une possibilité de faire des nodes. Donc, on a un éditeur de nœuds, par exemple, pour les shaders. On peut combiner différentes choses avec un arbre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour dire, à la base, on a un éditeur de nœuds pour les matériaux, un pour les textures, enfin pour le compositing. Donc une fois qu'on a fini son image, on veut lui rajouter des effets par-dessus. Et je ne sais pas si je l'ai là parce qu'il a Animation Nodes, voilà. Et là, quelqu'un a modéliser donc un quatrième tab. Avant, il n'y en avait que 3. Donc, il a utilisé le node editor, parce qu'à la base, et au lieu d'avoir des petits nodes de matériaux, de textures ou autres, il a des nodes qui sont plus pour... là, c'est tous ces nœuds qu'il a créés qui permettent de... Alors, ça s'appelle Animation Nodes. C'est pour animer et automatiser un peu les animations ou les sons, les choses comme ça. Donc on pourrait avoir un input, par exemple la valeur ou les sinus d'un son, et puis quand on dépasse un tel threshold, eh ben, on fait quelque chose. C'est une sorte de visual scripting, visual programming. C'est je prends ces objets-là, je leur applique ça.
quand il y a une telle condition là. Donc, et ça a été créé comme ça que dans Python par-dessus. D'ailleurs, c'est tellement bien ce add-on que maintenant, ce jeune homme, Jacques Luc, il bosse pour la fondation Blender pour implémenter cet outil en C++ en interne. Parce que c'est vraiment quelque chose on peut automatiser beaucoup de choses. Par exemple, prendre un texte et puis, suivant la longueur du texte, le faire en rouge ou pas. Des choses qui prendraient un peu plus de temps à programmer ou pas, suivant les niveaux qu'on a. Et ça, voilà, ça c'est vraiment une partie en plus de Blender, une fonction vraiment en interne. C'est pas juste un bout là, c'est vraiment toute une possibilité en plus. Sinon, pour les jeux vidéo, je ne sais pas exactement ce qui était mentionné. Je sais qu'il y a quelqu'un qui avait vraiment utilisé comme base, j'ai plus le nom. C'était quelqu'un qui vendait des cabinets, c'est les meubles de cuisine. Et pour paramétrer les cuisines, pour les utilisateurs, voilà, maintenant on voit qu'il y a quand même pas mal de boutons, c'est un peu complexe et tout. Donc pour quelqu'un qui vient et puis qui aimerait juste paramétrer sa cuisine, on voit qu'on a déjà des outils parce que on peut changer, on peut bouger les objets, on peut les rendre un peu en temps réel ou pas. Mais quand on va devoir dire à un homme ou quelqu'un d'aller là et puis de sélectionner le bouton, c'est un peu compliqué. Donc ils avaient vraiment fait une version, une application par-dessus, où ils avaient tout changé. Et voilà, donc j'ai plus le nom en tête de la truc, mais voilà, c'est tout à fait possible. Il y a des gens qui l'ont fait. C'est vrai que en général, suivant comment ça, c'est vraiment un projet commercial pour les clients, et puis ça a été un développement interne. Il y a pas, ils ont peut-être redonné un ou deux patchs, mais il n'y a pas forcément de retour au code source de base, parce que c'est trop spécifique, et puis finalement, c'est aussi du développement commercial en interne payé, donc il n'y a pas d'obligation de rendre. C'est mentionné que c'est utilisé avec Blender, tout est légal dans les licences, pas comme... Enfin, c'est pas comme... Blender est aussi vendu sur Internet. Donc on peut acheter sur eBay, Alibaba. Et il y a des gens qui vendent des packages Blender, ça s'appelle Super 3D Pro. Et en fait, il n'y a rien à faire parce que... Alors on voit que c'est Blender, mais ça s'appelle Super Package 3 Pro. Et ils ont le droit, parce que tout en bas, c'est marqué This package is based on Blender, et puis vous pouvez le downloader en free. Mais en tout petit. En général, il y a beaucoup de projets, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils utilisent la trademark dans des trucs. Genre, typiquement, je sais que Ubuntu fait ça, mais tous les autres Red Hat aussi. En fait, ils ont le nom. Je sais pas si Blender est enregistré. Alors oui, Blender, justement, c'est un trademark. Blender, c'est un trademark, ça appartient à la fondation. Donc ils n'ont pas le droit d'utiliser Blender. Ils ne pourraient pas faire Blender Pro. Mais le fait est que dans Blender, tu vas avoir plein de fois le mot Blender qui va se retrouver. Et que du coup, si les gens voulaient respecter ça, ils pourraient renommer. Ouais, mais alors je crois que là, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils... Non, en fait, ce qu'ils ont... J'ai plus en tête, mais... Ils ont, tu vois, ce package Super 3D Pro, finalement, c'est un package que tu télécharges, et puis il te donne 2 textures pro plus un logiciel de 3D. Ouais. Et ça, c'est Super Pro 3D. Finalement, c'est ça que tu achètes. Ouais. Donc, tu achètes peut-être 2 textures qu'ils ont photographiées vite dans le jardin, et finalement, l'outil 3D qui se trouve être Blender. Enfin, ils ont en tout cas pas modifié. Après, c'est aussi des gens dans leur coin et on sait comment Internet, mais c'est très difficile de contrer ça. Voilà. Okay. Bon. Alors, je vais m'arrêter là. Merci. Salut. C'est sympa de voir le niveau d'ouverture qu'il y a, c'est incroyable. Ça veut dire, de donner une telle ouverture dans le produit, hein, ouais. Génial, quoi. Je ne suis pas utilisateur de ce genre de choses, mais... Ouais, il y a les possibilités, quoi. C'est vrai, chaque fois que tu parles de Blender, moi, ça me donne envie de l'utiliser, mais chaque fois que je sais que l'utiliser, je fais mais je comprends rien à la 3D. Ça fait éditeur vidéo, sinon... Alors ouais, ça fait aussi éditeur vidéo. Donc ouais, ça fait éditeur vidéo, ça fait 3D tracking. Il y a maintenant un truc aussi de dessin animé 2D. Ok.
c'est assez cool. Tu dessines en 2D, donc vraiment avec les... mais dans un environnement 3D. Donc après, tu peux utiliser aussi les outils qu'il y a en 3D pour... Alors, il y a aussi... Bah, ça, c'est vraiment le sculpting 3D. Là, c'est plus comme Toon Boom, donc tu dessines des plans... Enfin, maintenant, c'est plus vraiment des plans, mais des strokes vectoriels. Donc tu peux aussi les ranimer, tu peux... C'est une façon de faire... de mélanger les deux. En tout cas, ouais, je pense qu'il est là pour rester pour l'instant. En plus, le développement, la fondation Blender est assez... c'est un bon projet open source, qui traîne, qui a vraiment beaucoup de développeurs. Ça, c'est important aussi, toujours. Et bah, la fondation Blender Amsterdam qui gère assez bien le tout. C'est bien séparé aussi entre le core source et puis il y a ce qu'ils appellent le Blender Animation Studio, qui est une antenne un peu plus, pas commerciale, mais pour faire des projets, les open movies en fait. Voilà, c'est eux qui font les films. Et bah, c'est deux choses séparées, comme ça le développement de Blender reste dans un coin, et puis l'utilisation, parce que finalement c'est ce studio Blender, mais ça peut être aussi un studio au Canada, ou ici, ou en Chine, ou en Inde, qui utilise, ce qui est le cas aussi, il y a plein de gens qui utilisent. Mais... Ouais. J'ai vu un vidéo de fondateur, il est génial, il a cette vision, il a continué, ça fait 20 ans maintenant. Ah oui, ça fait, Blender c'était sur les Amiga, je sais pas, la Trace là, qui faisait la première fois. De 80, je sais plus. Mais Blender ça a commencé comme un logiciel in-house. Ton Rosendahl, il a... Dans les années 80, 90, tu vois, c'était encore facile de coder son ray tracer en un week-end. Ce qu'il a à peu près fait en un week-end. Parce que voilà, les autres solutions coûtaient 100 000 $ ou des trucs comme ça, puis tu pouvais le faire encore dans 3. Puis c'est comme ça aussi que ça c'est venu, c'est-à-dire qu'il a créé son logiciel pour les 3-4 artistes qui étaient en interne, après ils sont devenus plus grands. Et c'est pour ça qu'au début, Blender a toujours eu un petit peu une interface difficile. Maintenant, ça s'améliore. Mais tout au début, les toutes premières versions, elle était très difficile parce qu'il y avait plein de fonctions qui étaient simplement avec le clavier. Donc tu ne pouvais pas les trouver dans les menus. Pourquoi ? Bah parce que quand tu développes, c'est ce que je disais avant pour les scripts, quand tu développes en interne pour toi, ou que tu as un développeur et que tu as besoin d'une fonction, tu dis, dis voir au téléphone, ou tu dis, on pourrait pas faire un truc pour inverser la couleur ? Ouais, c'est bon. Alors, CTRL-SHIFT-ALT-I. Ouais, je crois que c'est bon. Ils ont peut-être un tableau, tu vois. Et voilà, il y en a une que j'utilise finalement beaucoup, c'est CTRL-ALT-SHIFT-F. C'est vrai, c'est comme ça. Ça sélectionne toutes les faces coplanarres. Et je l'utilise pas mal. C'est CTRL-ALT-SHIFT-F. Il est quand même dans les menus maintenant, mais je crois qu'au début, il n'y était pas. Et alors, vas-y pour trouver ce genre de choses. Puis en plus, tu vois, c'était au début open source qui n'était pas... T'as pas des gens qui sont payés pour faire de la doc. Donc tu vas sur le forum, tu regardes, et puis tout à coup il y en a un qui dit, ou tu discutes avec un dev, puis il dit, ah mais tu peux faire comme ça. Tu peux pas l'écrire à quelque part. Non, ça c'est... Ouais. Mais ouais, la version... je vais voir si j'ai une ou deux... Attends, je vais reprendre ce que j'avais présenté là-bas en Chine, parce que c'était de façon facile. Pour montrer les... On va mettre... Ça c'est la version... un exemple de la version 2.8. Ouais. Alors Eevee. Ouais, Eevee c'est le nouveau moteur de temps réel. Donc ça c'est... Voilà, c'est vraiment... Alors après temps réel, il y a temps réel, pas temps réel, c'est-à-dire que... Ça c'était en réel ? Bon, là, Ouais, le problème c'est que le produit, il est pourri. là c'est temps réel. Faut qu'on regarde, c'est vachement mieux. Là c'est temps réel, si jamais intéressant. Ça c'est une vidéo. Ça c'est une vidéo, oui, pardon. C'est vraiment fluide pour internet. Ouais, ok, c'est juste ça. Mais tu as la même résultat sur un laptop. Alors non, pas pour cette scène, parce que... Bah voilà, il faut une vidéo un petit peu récente. Là, il n'y a même pas de carte graphique. Mais j'ai testé cette scène sur ma tour à la maison. C'est vraiment comme ça. Et là on voit bien l'avantage et la possibilité. C'est-à-dire qu'on va vraiment animer. Enfin, on a le feedback direct.
C'est ce qu'on disait là, tu vois, changer l'environnement, les couleurs, les rayons, tu as tout de suite les ombres, tu sais ce qui est vu ou ce qui n'est pas vu. Et Surtout quand tu te rappelles, c'est le truc avec Pauvret. Oui. voilà, une demi-heure. c'est, tu vois, et c'est tous des techniques finalement de jeux vidéo, d'optimisation de jeux vidéo, de pre-baking, de calcul. Voilà, alors ce qui est marrant, c'est que on a justement un peu du temps réel, si on veut, mais vu qu'on est des artistes 3D et qu'on aime bien rendre, je vois déjà des gens qui commencent à faire des scènes temps réel surcompliquées, qui rendent en 15 secondes, 20 secondes l'image. Alors c'est rien du tout par rapport à 15 minutes que tu peux rendre avant ou comme ça. Hein. Donc même quand tu rends en 5, 10, 15 secondes, ça reste. Puis en 20 minutes, tu as ton animation. C'est assez hallucinant. Mais c'est la même chose. Chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, tu rajoutes. Ah, mais on peut pas faire 10 000 cheveux, on peut faire 100 millions de cheveux maintenant. Et du coup, on arrivera toujours alors, à avoir 3 minutes de rendu ou 5 minutes de rendu par image. Donc, on va rajouter ils vont rajouter des effets qui sont encore plus jolis. Mais pour qu'on puisse quand même faire notre pause rendue. Parce que quand il rend, on fait une pause. Parce que sinon, tu vois, ça c'est toujours l'avantage de la 3D, c'est que c'est l'équivalent du compilage. Compiler son soft, recompiler en 3D. Et on fait des démorils là. On essaie avec ça. Ça c'est une démoril moins récente qu'ils ont, donc ça montre l'étendue des variantes, des possibilités qu'il y a de... Ouais, je vais quand même, si jamais vous voulez voir là. Ouais. T'as vu ce animation, le gars qui un mouton qui va se faire suicider? Oui, ça c'est... Ça c'est très cool. Ouais. C'est vraiment bien. Bah ça c'était justement un des Open Movie. Donc c'est des films que la Fondation de enfin, c'est des studios. Big Bad Bunny, Tears of Steel, qui était plus de l'intégration. C'est des films qui sont faits pour tester Blender dans un type d'animation de film et pour augmenter les outils qu'ils ont. J'ai téléchargé Big Bad Bunny, la source, ouais. J'ai rien compris. Des fichiers 3D. Oui. Ouais, c'est des grosses productions avec plein de branding. C'est pas la valeur commerciale. J'ai lu le noyau Linux valent 90 milliards de $. Il est pour Blender, je pense que ça doit être énorme aussi. Ouais, c'est quand même moins que ça. Oui, mais avec tout ce que tu peux faire, je sais pas il y a combien de millions de lignes de code. Mais... Je sais pas, quelqu'un m'a demandé ça aussi une fois, il faut que j'aille voir, je sais pas. C'est un chiffre, apparemment c'est un chiffre quantitatif, mais je sais qu'il y a 6 millions de downloads par année du logiciel. Pas mal, ouais. Pas des chiffres, ça reste professionnel, enfin, ça reste une niche, 6 millions, c'est le mondial, c'est pas grand public. Bah. Non, mais de toute façon l'animation 3D, voilà, maintenant j'aurais bien voulu savoir les chiffres d'installation des autres logiciels. Après c'est plus difficile parce que je pense que les logiciels commerciaux, en ayant des licences, des serveurs d'authentification pour vérifier si sont payés ou pas les gens, ils ont peut-être plus facilement des chiffres de vrais utilisateurs actifs. Parce que 6 millions, des downloads par année, moi je le download aussi plusieurs fois. Ah ouais, bien sûr. Parce que une fois je mets la nouvelle version. Donc, et puis entre downloader et utiliser, c'est pas, tu vois, peut-être ce soir tu auras envie de nouveau de télécharger pour une fois. Ouais. Et puis. Mec, un peu de bol, si j'ai envie de l'installer, je fais install, et puis du coup ça compte pas dans les 6 millions, je pense, tu vois.
Ah, c'est So, une bonne idée. Typiquement, donc Ouais, parce que c'était des toutes tests les à page. distribs et tout, Ouais, ouais, je donc pense c'est vrai que que c'est ça aussi. ça intéresse. Donc, tu es un artiste, tu es indépendant. Oui, ouais, je suis indépendant. Est-ce qu'il y a assez de boulot pour un artiste ou non? Pour l'instant, oui, je suis pas à me plaindre. Je suis content. Je pense que j'ai aussi la chance justement d'être assez généraliste et polyvalent. Ok. Donc je peux faire pas mal de types de projets. Tu mentionnais ZBrush, si j'étais vraiment spécialisé dans la sculpture, ici il n'y a pas d'industrie ou de studio qui recherche c'est-à-dire que je passerai mes journées à modéliser des caractères, des bonhommes. Ouais. Voilà, j'en fais là un bout là, une fois il faut un robot, une fois tout à coup il faut une machine à emballer des papiers. Bah, je le fais aussi parce que voilà, c'est mon truc. Puis une fois tout à coup il faut développer, préparer les assets pour les mettre dans un iPad ou je sais pas quoi, visualiser, construire un robot. C'est variable. Super, merci. Ça fait un plaisir. Vous avez vu un peu. Ah bah oui, on connaît.